mais pour quel résultat? En face, les réformes s'enchaînent, toutes votées, c'est le rouleau compresseur Macron, imperturbable, on pourrait même dire indifférent à cette opposition. Mais il est vain de désespérer, puisque le printemps revient toujours. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, cette phrase, vous l'avez forcément reconnue, puisque c'est la première de votre livre, l'un de vos livres, L'Air du peuple. Vous nous direz si vous l'apercevez ce printemps et surtout comment vous comptez l'atteindre. On parlera ensemble d'éducation. Vous vous êtes démené toute la semaine dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale contre la loi sur l'entrée à l'université. Le vote solennel aura lieu mardi. Nous prendrons aussi ensemble le temps d'évoquer ce sujet qui crispe toujours la société française, la laïcité. Nous vous interrogerons sur la situation internationale, le retour de l'extrême droite au pouvoir en Autriche, mais aussi les suites de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Patrimoine des ministres, week-end à Chambord pour les 40 ans du président de la République. Allez, on consacrera aussi quelques minutes sur ces deux sujets. Et puis, nous évoquerons votre idée d'un conseil de déontologie du journalisme. Une pétition a été lancée. Vous nous direz combien de signatures à cette heure. Pour vous interroger, vous poser toutes ces questions, c'est l'équipe du Grand Rendez-vous. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos. Et pour la chaîne CNews, c'est vous, Laurence Ferrari. Bonjour David. Bonjour. Et comme chaque dimanche, la première question vous revient. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Madame Ferrari. Le texte sur l'accès à l'université a donc été débattu à l'Assemblée cette semaine. Vous vous y êtes fortement opposé, sans succès. Une fois de plus, c'est un combat symbolique. Et pourquoi est-ce que vous êtes farouchement contre le principe même de sélection? Alors il y a deux questions dans ce que vous venez de dire et qui font suite à la présentation qui a été faite il y a un instant. Bon, dans une démocratie, il y a une majorité et en principe une opposition. Bon, c'est la démocratie. En démocratie, il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. Bon, nous avons perdu les élections. Mais pour autant, nous défendons les idées pour lesquelles nous avons été mandatés à l'Assemblée. Je suis très étonné qu'on s'étonne de ça. C'est normal, c'est la vie normale. Mais c'est pas désespérant de ne jamais voir aucune idée aboutir? C'est désespérant, il faut avoir la patience de l'histoire. Moi, je viens d'une famille politique qui n'est pas souvent au pouvoir, et elle y est toujours à force de persévérance ou dans des circonstances exceptionnelles qui ont à voir avec la vie la plus profonde de la patrie. Bon, alors sur la sélection, donc je ne serai jamais désespéré. Je veux dire, j'ai vu à un moment donné, on disait il a le blues, je sais pas quoi, une déprime, mais non, mais pas du tout. Mais j'ai un devoir de lucidité, c'est-à-dire quand j'engage une bataille, c'est mon rôle de dirigeant, de responsable. Je dois la mener à l'endroit où il me semble que se trouve la faille du dispositif adverse, et puis après advienne que pourra. Enfin, je ne vais pas non plus appeler à faire des barricades tous les 5 minutes ou à sortir des fusils parce que je ne crois pas que ça serve à quelque chose. Même sur le cas de l'université, vous n'appelez pas la jeunesse à se mobiliser? Ah mais c'est pas pareil. Sur l'université, j'y viens donc maintenant. Donc une fois qu'on a réglé le premier cas, je ne suis pas dépressif et ne le serai sans doute jamais. C'est une maladie et je l'ai eu. Je plains ceux qui l'ont. Donc ne psychologisons pas la politique et ne la médicalisons pas. Ça ne sert à rien. Deuxièmement, comment on mène la bataille? C'est vrai qu'on est spéciaux. La France insoumise ne ressemble pas aux formations politiques traditionnelles. Pourquoi? D'abord, c'est un mouvement et pas un parti, mais surtout, on est à la fois dans les institutions et dans la rue. D'habitude, c'est ou l'un ou l'autre. Bon, non, nous, on fait les deux. Donc, clairement, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour sensibiliser la jeunesse du pays, lui faire comprendre ce qui va lui arriver. Et comme Monsieur Macron, qui n'est pas du tout indifférent, contrairement à ce que vous croyez, qui est un stratège et qui essaye d'être présent sur toutes les cases à la fois, chaque fois que nous entrons dans un domaine, dans un sujet, a imaginé qu'il arriverait à tout passer pendant le trimestre. Mais pas la loi université, la loi n'a fait qu'une navette. Donc on se retrouve à la rentrée, rendez-vous le 15 janvier, reprise de la session parlementaire. Le 15 janvier, les jeunes gens dans les lycées vont apprendre à quelle sauce ils sont mangés à la fin de l'année. Et je pense qu'à partir de là, je l'espère, la jeunesse se mobilise pour défendre son droit à choisir sa vie. Parce que c'est ce dont on parle. Choisir ses études, c'est choisir sa vie. Quand vous entrez à l'université, vous avez un bac. Ça donne des droits. Et vous choisissez votre vie. Ah bah tiens, je veux être médecin, ou je veux être ingénieur, ou je veux être prof d'histoire. Vous choisissez votre vie. Alors vous pouvez faire des corrections de trajectoire en cours de route, mais c'est pas normal qu'à ce moment-là, quelqu'un qui arrive qui dit « Ah non, toi, tu feras pas médecin, tu feras... » Même s'il n'a pas le niveau. Mais normalement, il a le niveau.
puisque c'est le baccalauréat qui est le premier grade de l'université. Le baccalauréat, il ne faut pas que vous le viviez comme une espèce de rite initiatique, à force de le répéter. Ce n'est pas des scarifications sur la figure, c'est un contrôle de niveau. Et c'est un contrôle objectif, parce que national. Votre baccalauréat, quel que soit le lycée et le quartier dans lequel est votre lycée, il a la même valeur pour toute la France, et il vous donne droit, premièrement, à passer certains concours, deuxièmement, à être à un certain niveau de salaire dans les conventions collectives, et troisièmement, à entrer en fac si vous voulez. Jean-Luc Mélenchon, je vais donner la parole immédiatement à Nicolas Barré, mais juste parce que vous venez de le faire, vous lancez donc un appel ce matin à la jeunesse de France de se mobiliser contre cette idée de sélection à l'université, et surtout sur le fond, vous n'avez pas répondu. Pourquoi est-ce que la sélection ne peut pas être considérée comme aussi une forme de valorisation au mérite ? Pas du tout. Alors, à chaque fois, il faut répondre précisément. Donc, oui. J'appelle les jeunes gens à se préoccuper de leur futur. C'est normal qu'on le fasse dans une démocratie et s'adressant à des jeunes gens qui souvent vont être électeurs en cours de route. Parce que 17-18 ans, c'est l'âge auquel on arrive au baccalauréat. Ce sont des questions qui les concernent très directement et sur lesquelles ils peuvent avoir un avis. Bon, oui, je l'espère, je souhaite la mobilisation de la jeunesse. Aura-t-elle lieu ou pas, c'est une autre affaire. Il est clair qu'en milieu étudiant, c'est extrêmement difficile pour une raison qui ne correspond pas au vécu des gens qui sont autour de cette table, mais... Quelle raison alors ? La moitié des étudiants travaillent pour étudier. C'est-à-dire qu'ils ont une vie qui est une galère totale. Inscrite dans la précarité, la difficulté, il faut faire 2 temps de travail en même temps, celui des études et celui pour se nourrir. Donc, les jeunes gens à l'université sont beaucoup moins disponibles parce qu'ils sont obsédés par la survie, tout simplement. Comme c'est le cas des plus pauvres dans le pays, et c'est pourquoi souvent on a tant de mal à mobiliser ceux qui devraient être le plus naturellement mobilisés. Second aspect, pourquoi ne pas mettre de sélection à l'entrée de l'université ? Alors il y a d'abord une raison de fond. Nous autres, les Français, nous n'avons aucune matière première. Ni pétrole, ni rien du tout. Bon, il ne reste qu'une seule matière première, la matière grise. Plus on a d'enfants qui montent en niveau de qualification, plus ce qu'on va faire après, le niveau de la santé, le niveau de l'éducation, des productions industrielles, de l'innovation va être élevé. Donc c'est notre unique atout. L'intelligence collective et individuelle. Donc, on a intérêt à avoir un maximum de mômes qui vont à l'université pour apprendre, et puis demain, ils vont nous éblouir parce qu'ils vont faire un tas de choses. Ça, c'est la force de la France. Vous pouvez décider ce que vous voulez, il y a quelqu'un pour le faire. Alors, donc, nous avons intérêt à préparer les gens dans une continuité. Mais là, il y a des gens malins qui ont compris ça et qui savent que avoir un diplôme qui vous permet d'avoir un bon métier avec une bonne paye, ça a beaucoup de valeur. Donc, ils aimeraient créer un marché où le savoir devient une marchandise. Et le savoir devient une marchandise et elle est labellisée. Si vous sortez de l'université de Schmoll-les-Bains, si elle est très connue, c'est formidable. Quoi que vous... On dira formidable. Il faut avoir été à la bonne université, avoir payé des niveaux extraordinaires. Et comme il y a une sélection, en général, qu'est-ce qui se passe, les amis ? Il y a une année préparatoire. Si vous voulez voir comment marche le truc, allez voir les facs de médecine. Pardon, laissez-moi juste finir sur cet exemple. Une fac de médecine, comme il y a le numerus clausus, c'est-à-dire la limitation du nombre de ceux qui vont pouvoir être médecins, l'aval commande l'amont. Donc, en amont, il y a un barrage à l'entrée. Donc, il y a une école préparatoire pour entrer en médecine qui coûte affreusement cher, 6 ou 7 000 euros par an. Et donc, vous avez une aggravation de la sélection sociale, alors qu'on manque de médecins maintenant, tout le monde le sait. Donc, moi, je suis pour que des dizaines de milliers de jeunes gens puissent être médecins. Voilà. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'années préparatoires, il faut qu'ils fassent des études normales, première année, deuxième année, troisième année. Nicolas Barré, il y a un 4, 5, 6, 7 pour la médecine. Allez-y, Nicolas. Il y a un point dans la loi qui dit que pour s'inscrire en licence, l'université pourra dire aux étudiants on vous prend, d'accord, à condition que vous suiviez une formation complémentaire, parce qu'on estime que, vu votre parcours, vous n'êtes pas tout à fait au niveau, donc il faut une remise à niveau. Pourquoi est-ce que vous êtes contre ce dispositif ? Parce qu'après tout, ça peut concerner plein d'étudiants qui ont besoin de cette remise à niveau. Parce que moi, j'ai eu une licence de philo, il n'y avait rien de tout ça. Bon, comment c'était une suite de quoi on parle ? Pourquoi on inventerait toutes ces choses ? Pourquoi faire ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas une remise à niveau si on veut s'inscrire dans une certaine filière où on n'a pas tout à fait... Non mais attendez, parlons sérieusement du fond. Nous avons besoin d'un maximum de gens qui fassent des études et qui réussissent et qui soient diplômés. Voilà. Et que ces diplômes aient une valeur nationale. Parce que
il y a quand même les catégories sociales ne réagissent pas de la même manière face à la durée des études, d'accord? Si on pense qu'une licence, ça se prépare en 3 ans, eh ben c'est en 3 ans. Voilà, point. Et le contenu n'est pas évalué par chaque élève. Il est évalué par le contenu de l'enseignement. De quoi a-t-on besoin? Je reprends l'exemple de médecine, parce que ça, tout le monde comprend, il n'y a pas de débat possible. Comment on devient médecin, s'il vous plaît? En apprenant la médecine. Point. Pas en apprenant autre chose. Donc, l'idée qu'on vienne mettre dans les diplômes des choses de plus est une idée qui abolit la valeur nationale des diplômes. Maintenant, vous me dites, pour une licence, on demanderait une mise à niveau. Dans certains cas. Bah, écoutez, le problème, c'est plutôt de mettre à niveau le reste du système de l'enseignement. Écoutez, vous n'êtes pas frappé par une chose? Comment ça se fait qu'il y a une pagaille pareille? Posez-vous la question. Vous parlez du tirage au sort quand vous dites pagaille. Le tirage au sort, c'est la pagaille. Comment on en est arrivé à ça? On va conclure. Attendez, on va conclure sur ce sujet. Jean-Luc Mélenchon, vous concluez sur l'université. On passe à autre chose. Allez-y. Je pense qu'on a créé sciemment une situation de thrombose pour justifier la mise en place progressive de ce marché de l'éducation. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que l'OCDE pousse dans cette direction. Mais en France, comme nous avons la passion égalitaire, nous n'aimons pas ces barrages successifs qui bloquent les gens. Je le redis. Comment ça se fait qu'on est arrivé au tirage au sort? Pourtant, il n'y a rien de plus simple que de regarder les statistiques de la démographie. Donc tout le monde savait qu'il y aurait beaucoup plus d'étudiants qu'il n'y avait de places. On n'a pas construit de places. Au contraire, on a raréfié l'offre. Voilà. Et vous dites qu'il faut construire davantage de places d'université. On va passer à un autre sujet. Vous avez deux choix, monsieur, dans la vie. Ou bien vous mettez autant de places qu'il y a d'élèves, ou vous mettez autant d'élèves qu'il y a de places. Voilà, nous on a fait le choix. Votre position, c'est de démultiplier. En tout cas, ce que je veux bien que les jeunes gens entendent là, parce que si jamais ils sont debout à cette heure-là, tout candidat, le code jusqu'à présent, c'était tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Le baccalauréat étant le premier grade. Cet article a été abrogé. Alors venez pas me raconter, pas vous, hein, mais les macronistes, qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée de l'université. S'il n'y en avait pas, alors pourquoi vous avez enlevé cette phrase? Allez, on parle de laïcité. Allez, Laurence Ferrari. Est-ce qu'il y a des débats interdits, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez eu le malheur d'exprimer quelques questionnements sur la participation du président à la cérémonie religieuse en l'honneur de Johnny Hallyday à la Madeleine. Tout le monde vous est tombé dessus. Nous, ici, on aime bien le débat. Qu'est-ce qu'il y avait de si choquant là-dedans? Est-ce que c'est la Madeleine et le symbole qu'elle représente, ou la présence du président à une cérémonie religieuse? On va dire les deux. Bon, commençons d'abord par le commencement. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas une police de la pensée, c'est pas une police du vêtement, c'est rien de tout ça. D'ailleurs, dès qu'on sort de ça, on voit le mal qu'on a à avoir des principes clairs, nets, précis pour prendre des décisions. Et puis on n'est pas toujours d'accord entre nous. Par exemple, moi j'étais absolument contre cette tenue, vous savez, l'espèce de grillage là, des pieds à la tête. Bon, voilà. La droite a proposé une loi, j'étais pour qu'on la vote. D'autres de mes amis, non, en disant, ah bah tiens, si tu commences par là, demain, ça va être autre chose. Donc vous voyez, c'est pas simple et on doit essayer d'y mettre autant d'ordre et de principes. Mais il faut pas que ça soit... j'y viens à la Madeleine. J'ai trouvé que la dernière période, la laïcité était devenue une spécialité à l'égard des musulmans. Non, il y a erreur là. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Des religions, aucune n'est reconnue. D'accord, c'est ça qu'il y a dans la loi. La République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Donc, la vie religieuse, hors de la politique, hors de la politique, hors de la politique. Bon, là-dessus, vous êtes élu. Ou vous êtes président de la République. Vous devez, par votre comportement, appliquer strictement cette séparation. Si vous allez à l'église parce que votre copain est de telle religion, c'est normal, vous y allez. Parce que c'est le respect aux morts. Mais en tant que représentant de la nation, non. Écoutez, le Clémenceau n'a pas voulu aller au Tédéum pour la victoire de 1918. Et là, vous avez le président de la République qui se préparait à entrer tranquillement dans la Madeleine pour l'enterrement de Johnny. On imagine le général de Gaulle à l'enterrement d'Édith Piaf. Il a spécifiquement tenu son discours sur les marches et non pas à l'intérieur. Donc j'ai bien fait. Précisément pour éviter ce genre de critique. Oui, mais parce qu'il y a eu des gens comme moi pour dire, écoutez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ajoute après, parce que j'ai voulu piquer la curiosité, toutes les occasions pour moi de rappeler aux Français quelle est leur histoire, d'où elle vient, qu'elle est tumultueuse et intéressante, et la bonne. Quand vous allez à la Madeleine, vous êtes dans le temple de l'anti-république. Le moment où la réaction cléricale a fait de ce temple le symbole de l'hostilité à la République et au temple républicain qui est de l'autre côté de la rue. Et vous avez la Madeleine, alors laissez-moi raconter l'histoire pour que ça amuse les auditeurs. Vous avez la Madeleine qui est la prostituée à laquelle le Christ a pardonné, mais pas l'Église de France. Donc la Madeleine est au pied du Christ et implore son pardon. Pardon de quoi? Pas de la faute des hommes quand même. Elle demande pardon d'autre chose. La Madeleine à l'époque, c'est la République, la gueuse, la prostituée. Ça a été comme ça, de l'extrême droite parler d'elle comme ça. De quel jugement, à l'heure de son jugement, de quel jugement demande-t-elle pardon?
la prostituée, la gueuse, la République. Du jugement de Louis XVI. Ça peut vous faire sourire, mais c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Il faut connaître notre histoire. Toutes les rues qu'entourent la Madeleine, c'est les noms des avocats de Louis XVI. Personne ne sait qui c'est tous ces gens. Mais ça veut dire qu'à l'époque, il y a eu une tension symbolique terrible. Et de l'autre côté, vous avez aussi une femme sur le fronton de l'Assemblée. Elle est digne. Elle a dans sa bras la devise républicaine, elle montre d'autres femmes. Bon, j'ai raconté ça pour dire aux gens, écoutez, on sort pas de l'œuf. La patrie a une histoire. Elle est longue et belle. Mais plutôt que l'hommage... C'est pas ça que je reproche à Macron. Plutôt que l'hommage du président de la République sur les marches de la Madeleine, ce qui menace la laïcité, est-ce que c'est pas aussi également les prières de rue, les prêches de certains imams radicaux, etc. Oui, en tout. Je note que vous ne parlez que des imams. Par exemple, les prières de rue de ceux qui sont contre l'avortement, ça vous dérange pas ? Pourquoi vous le dites jamais? Non, l'occupation de l'espace public. Laissez-moi réagir. Je suis piqué, donc je réagis comme quelqu'un qui est piqué. La laïcité, c'est à l'endroit de toutes les religions. On ne fait pas la prière dans la rue, c'est pas un lieu pour prier, on va dans les lieux de culte, quelle que soit la nature de la prière. Mais que celui qui donne l'ordre montre l'exemple. Quand vous avez un président de la République qui s'en va faire des discours devant une église, qui accepte d'être chanoine de Latran, c'est-à-dire curé du pape, parce que la paroisse de Latran, c'est celle du pape. Donc symboliquement, le président de la République française, le même qui vous fait des histoires à propos de telle ou telle religion, accepte d'être curé d'honneur du pape. Jean-Luc Mélenchon, prince d'Andorre, avec l'évêque de Séaudy-Urgel. Je ne prends aucun plaisir à faire cela. Je suis contraint de vous couper immédiatement. On marque une première pause. On se retrouve tout de suite après. Le grand rendez-vous en ce dimanche matin a le plaisir d'accueillir Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. C'est à vous, Nicolas Barré. L'extrême droite est arrivée au pouvoir en Autriche grâce à un accord de coalition avec les conservateurs. Le chancelier Kurz a nommé 6 ministres du parti d'extrême droite FPO, dont 3 ministres régaliens, l'intérieur, la défense et les affaires étrangères. Le leader du FPO d'ailleurs est vice-chancelier. Dans le passé, en 2000, lorsque l'extrême droite avait aussi participé à une coalition, l'Union européenne avait sanctionné l'Autriche. Est-ce que vous souhaitez qu'elle en fasse de même? Il ne se passera rien. L'Union européenne avait comme ultime argument de défendre nos valeurs. On voit bien que c'est pas le cas. Parce que là, l'affaire autrichienne est affreuse. C'est un parti d'extrême droite, avoué, assumé, etc. Mais ça vaut guère mieux en Hongrie avec le parti de M. Orban. C'est désastreux en Pologne avec le parti qui s'appelle PiS, qui dirige aujourd'hui le pays, un ramassis d'obscurantistes fascisants. Et ainsi de suite. Donc, au deuxième semestre de l'année 2018, l'Autriche va présider l'Union européenne. Vous imaginez, avec comme ministre des Affaires étrangères un type d'extrême droite. Et juste avant, c'est la Bulgarie, dans laquelle il y a aussi des extrémistes de droite qui dirigent. Donc, on voit que le cadre politique, qui était la justification ultime de l'Union européenne, a volé en éclats. Maintenant, les nationalismes s'exacerbent. Alors, il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas non plus demander à l'Union européenne de décider par-dessus le vote des peuples. Mais petit à petit, l'Union européenne s'est enfermée dans une série d'impasses. Qu'est-ce que vous demanderiez à l'Union européenne? Moi, je ne demande rien, je prends. Je veux que mon pays soit indépendant, je ne veux pas être entraîné dans des aventures militaires ou autres par des pays dans lesquels siègent des gens d'extrême droite belliqueux et agressifs avec leurs voisins, comme c'est le cas des Hongrois, des Polonais. Pour l'instant, les Autrichiens se traînent tranquilles, mais ça ne durera pas, vous le verrez, conformément à ce que sont les tendances longues de l'histoire. En tout cas, ces gens d'extrême droite ont gagné parce que... Que voulez-vous dire, Jean-Luc Mélenchon, quand vous dites pour l'instant l'Autriche se tient, mais... Oui, la géopolitique a toujours commandé la politique. Dans un instant, on parlera peut-être du Moyen-Orient, mais le rôle des puissances a toujours existé. Par conséquent, il faut manier la matière historique et politique avec délicatesse et ne pas s'embarquer dans des aventures dont on connaît le résultat d'avance. Bon, là, s'agissant de l'Union européenne, en même temps que l'extrême droite arrive au pouvoir dans une série de pays, on accélère l'intégration militaire. Pardon de vous dire qu'on est en train de réunir 2 éléments qui vont finir par faire du bruit. Mais toute l'Europe est en proie à des pulsions nationalistes. Posons-nous la question de savoir pourquoi la politique européenne vide l'État-nation de son contenu. Si bien que vous avez 2 formes de nationalisme qui apparaissent. Les vieilles nations où les peuples ne veulent rien entendre de plus et veulent se reprendre en main et maîtriser leur destin, et des pays qui n'ont jamais été vraiment très intégrés ou qui sont très récents, où des indépendantismes apparaissent. C'est pas de même nature. L'indépendantisme, le nationalisme d'extrême droite et des indépendantismes qui correspondent à une volonté, disons, de maîtriser la vie de tous les jours. Je mets pas sur le même plan tous les indépendantismes que j'observe sur
le vieux continent. Mais je vous le dis solennellement, c'est en train de mal tourner. Si vous continuez avec cette politique, vous aurez un désastre. Je l'ai toujours dit parce que j'ai une formule pour ça, pour dire c'est sur les vieilles cicatrices que s'ouvrent les nouvelles blessures. Faites donc le tour de la carte de l'Europe, regardez où sont les vieilles cicatrices et vous avez le signal de là où ça va s'infecter très bientôt. Laurence Ferrari. Donald Trump a donc décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël sans provoquer d'intifada jusqu'à présent. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il n'a pas eu une analyse qui est finalement pas si mauvaise de la situation politique de la région? Si brutaliser les gens sans qu'ils se défendent est une bonne analyse, alors tout est permis au plus fort. C'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Déjà, si on veut comprendre quelque chose au problème de cette région du monde, il faut arrêter les dissertations abstraites sur les guerres de religion et je ne sais quoi, tout ça n'a pas de sens. Si on veut comprendre quelque chose à ce qui se passe là-bas, si vous voulez comprendre, suivez les pipelines. Tout est affaire de pétrole, de gaz, de puissance dans la région. Évidemment, le cas d'Israël est singulier, puisque c'est un État qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une situation plus récente. Mais tout le reste, c'est que des vieilles histoires. Les Perses sont là depuis 3000 ans et ont toujours ont eu une tendance toujours à s'occuper de ce qui se passait autour d'eux. L'Iran est une grande nation depuis longtemps. Vous faites référence à une sorte de guerre froide entre l'Arabie Saoudite sunnite, l'Iran chiite, l'un et l'autre défendus, l'un par les États-Unis, l'autre par la Russie. C'est ça que vous percevez et qui se joue selon vous? On voit bien que les grandes puissances régionales sont l'origine des conflits de la région et qu'elles ont tendance à se chercher des alliés dans le monde. Raison de plus pour nous Français de ne pas nous aligner. L'erreur, c'est d'être dans un camp contre les autres. Alors, donc, sur l'affaire, d'abord Jérusalem. Jérusalem. Nous n'avons pas d'autre manière de nous sortir de cette situation que de respecter scrupuleusement ce sur quoi les nations qui composent les Nations Unies se sont mises d'accord. Toutes. Donc, l'ONU dit que Jérusalem n'est pas la capitale d'un État, mais doit être partagée pour qu'elle soit la capitale de chacun des deux États. La thèse officielle de l'ONU, c'est deux États. Voilà, restons-en là. Si on change quelque chose, on se met dans une spirale de violence sans fin. Je ne parle pas des gens qui se battent dans la rue. Je parle des tensions géopolitiques que l'on crée dans toute la région. Vous êtes pour le statu quo, comme d'ailleurs le pape François, qui est pour ce statu quo. Écoutez, oui, il arrive des fois qu'on dise la même chose. Par exemple, sa condamnation du capitalisme, je suis content, je la partage. En fait, vous êtes sur la position de la France concernant la capitale. Mais je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Il faut pas s'aligner. Je dis à Le Drian que il a fait une bêtise en disant je suis pas d'accord avec l'hégémonie de l'Iran. Faut pas dire ça. Faut pas prendre les problèmes par ce bout-là. La France a une partition indépendante, autonome. Et je vous dis, les gens, au lieu d'aller vendre des armements, on ferait mieux d'installer des écoles, des collèges, des lycées français et des universités françaises et nous redeviendrions instantanément une grande puissance dans cette région du monde. Parce que amener des bombes et des avions et du matériel de guerre, tout le monde le fait. Amener de l'instruction, il n'y a que nous. Un élément d'information pour nos auditeurs, une résolution à l'ONU est en préparation à la demande de l'Égypte pour que Donald Trump renonce à cette décision, mais enfin, vu que le Conseil de sécurité est maître en la matière, sans doute qu'elle ne passera pas. Une question... oui, mais il faut voir dans quelles conditions ça passe pas, parce que vous comprenez, ça fait presque 60 ans que les Américains, tout seuls, et avec Israël et puis une île, je sais pas où, votent contre les motions qui les condamnent pour l'embargo sur Cuba. Donc les États-Unis ont une attitude agressive et violente qui bouleverse la tranquillité du monde, alors qu'il faudrait concentrer nos efforts sur le désarmement nucléaire pour obliger ceux qui sont armés de manière nucléaire à y renoncer, que ce soit la Corée ou la zone du Moyen-Orient, où on devrait créer une zone primo dénucléarisée, ça irait mieux pour tout le monde. D'accord, moi je préfère que les Iraniens aient pas de bombes et j'aimerais bien qu'Israël n'en ait pas. Et une zone aussi où on n'a pas le droit d'utiliser les armes chimiques. Or, qui n'a pas signé les traités sur les armes chimiques dans cette zone? Israël, Soudan, Égypte et plusieurs. Non, s'il vous plaît, remballez tout ça. On sait démonter toutes ces armes. Voilà le travail que devraient faire les Français. Dire nous, on est pour ça. Ces conflits du Proche-Orient ont l'habitude de s'importer en France, quasiment de manière systématique. Que pensez-vous, Jean-Luc Mélenchon, de la position exprimée par le CRIF en France, demandant à l'État français de suivre finalement la décision de Donald Trump en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël? Écoutez, moi déjà, vous interrogez pas, enfin, si vous interrogez la bonne personne, je suis hostile à tous les communautarismes. Celui du CRIF est particulièrement agressif parce que non seulement il a des prétentions communautaristes
que je ne supporte pas, que ce soit pour le CRIF ou n'importe quelle autre communauté. Mais en plus, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Tu parles Conseil représentatif de quoi? De rien du tout, et des institutions qui n'existent pas. C'est une association communautaire qui en plus manie un rayon paralysant. Dès que quelqu'un ose dire quelque chose qui lui plaît pas, pouf, vous voilà repeint en antisémite, et on dit, vous n'êtes pas invité au dîner, mais je m'en fous, moi j'ai pas envie d'y aller. Donc on met les choses à leur place. Je pense que tous les Français, quelle que soit leur religion et leur culture, doivent épouser le point de vue de la patrie sur ce sujet. La condition pour que nous vivions bien ensemble, c'est de ne pas importer les conflits qui arrivent de l'extérieur. Enfin, ici, c'est la Seine, c'est pas le Jourdain. Bon, donc on n'a aucune raison de se taper dessus pour une histoire qui est déjà assez embrouillée comme ça. Et deuxièmement... Mais ça vaut pour tout le monde, hein, évidemment, ce que vous dites. Évidemment que ça vaut pour tout le monde. Évidemment que ça vaut pour tout le monde. Ici, c'est la France, je le dis à tout le monde. Et donc, nous devons aider notre pays à avancer dans la voie qu'il a choisie, c'est-à-dire la création de 2 États, la paix, le respect mutuel. Voilà, ça, c'est des... Alors, je sais, ça peut paraître angélique, hein, mais je m'en fous. C'est un chemin de crête, mais c'est le chemin des Français. Quand je vais en Catalogne, eh ben, j'ai dit pareil. Nicolas Barret, dernière question avant la pause. Demain, c'est la journée internationale des migrants. Alors, vous connaissez la ligne d'Emmanuel Macron, qui est d'effectuer un tri plus rapide des migrants et éventuellement de renvoyer rapidement ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Est-ce que vous partagez cette ligne dure? Oui, on peut continuer comme ça, toutes sortes de vœux pieux. Mais dans le concret, ça ne veut rien dire, à part toujours plus de malheur, toujours plus de misère. Quand j'ai expliqué pendant toute la campagne présidentielle que le vrai problème, c'était que les gens devaient pouvoir rester chez eux, on a qualifié ça d'angélique. Maintenant, quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer qui soit raisonnable, à part rejeter les gens à la mer? Tout ça n'est pas sérieux. Un grand ensemble qui représente le quart de la production mondiale, hein, l'Union européenne qui comporte 450 millions de personnes et qui est un territoire immensément étendu, n'est pas capable de trouver la solution à l'arrivée de 100 000 personnes par an. Voilà, c'est ça son problème. Hein. C'est quoi votre solution? Ça n'est pas sérieux. Angela Merkel a trouvé la solution. Eh ben non, la preuve c'est qu'elle s'est mise dans de beaux draps. Dans un premier temps. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'on décide tous ensemble ce que l'on va faire et comment on fait pour prendre en charge des vagues qui arrivent contre lesquelles vous ne pouvez rien. C'est ce que j'essaye de dire aux gens. Si vous y étiez, vous partiriez de là où partent les gens. Pardon. On pourrait en prendre en charge combien? Eh ben, vous n'avez qu'à traiter ces gens en vous demandant comment vous aimeriez qu'on traite vos gosses, parce que figurez-vous qu'il y a 400 000 Espagnols qui ont quitté l'Espagne à cause de la politique européenne, qu'il y en a 500 000 qui sont partis de Grèce pour les mêmes raisons. Écoutez, c'est pas interdit de penser au problème en pensant avec humanité à une manière d'organiser les choses. Il faudrait en prendre en charge combien? Alors, mais j'en sais rien. Moi, j'espère qu'il y en ait le moins possible. J'espère que les gens puissent rester chez eux. Il ne faut pas leur rendre la vie impossible. Donc, vous avez vu ces séances où on fait en même temps des grands discours sur le développement, mais on fait une réunion de la France et des pays africains. Et quel est le sujet ? Abattre les droits de douane, les partenariats économiques entre l'Union européenne et les chefs d'État africains. C'est-à-dire qu'on va priver ces États d'une partie des recettes dont ils ont besoin pour faire des routes, des ponts, de l'éducation et de la santé. C'est pas sérieux. On dit des choses d'un côté et on fait le contraire de l'autre. C'est-à-dire qu'on continue à piller et à considérer que tous ces pays sont des marchés pour nous. Ben, mangez la solution. Mangez le résultat de vos actions. Donc, je suis là aussi pour que d'abord, on arrête d'intervenir militairement partout. Vous avez vu ce que ça donne, la Libye? Pourtant, il y en avait des bonnes raisons pour y aller. Bon, alors on était en Libye. On va aller partout comme ça. On arrive, on bombarde, on fait ci, on fait là. Ça y est, on a réglé le problème concrètement. Vous êtes content de votre émission, monsieur Mélenchon? Oui, très content, j'ai répondu à tous les problèmes. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que si nous laissons le monde se désorganiser à la vitesse à laquelle il se désorganise, bientôt nous aurons le chaos. Donc, il faut y mettre de l'ordre. Quand on a décidé une chose, on l'applique. Et autant qu'à faire, avoir quelque chose qui est décidé, qui correspond à une solution. C'est pas une solution de faire des phrases et d'exciter tout le monde contre les réfugiés, et de l'autre de continuer à les politiques qui les font partir de chez eux. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, est notre invité en ce dimanche matin. Une deuxième pause et on se retrouve. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, est notre invité en ce dimanche matin. Allez-y, Laurence. Le président de la République s'exprime ce soir sur France 2 dans une longue interview. Il est redevenu majoritaire dans l'opinion des Français. 52% des Français approuvent son action après une longue période d'impopularité. Quelle parole attendez-vous de lui ce soir, alors encore une fois que les Français portent un regard plutôt bienveillant sur son action? Oui, bienveillant à voir. Hein. Les horoscopes sont un peu différents suivant les instituts. Ah non, ils vont tous dans le même sens là en ce moment.
Oui, mais c'est pas la déferlante qu'on est en train de mettre en scène, comme j'ai eu à souffrir il y a même pas 3 semaines de ça, d'une prétendue déferlante dans l'autre sens. J'ai amené avec moi les sondages de la semaine, je les regarde. Donc vous les regardez? Eh bien oui, je suis comme tout le monde, comme curieux. Donc vous ils ont aussi, une valeur. Madame Ferrari, vous-même, qui êtes une personne on ne peut plus raisonnable, vous regardez aussi l'horoscope? Non, jamais. Allez. Non, jamais. Mais c'est pas le sujet. Vous êtes bien la seule dans ce pays, on va vous mettre sous cloche. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ce soir? Non, mais c'est pour dire, je regarde, je vois que nous aussi on progresse. J'ai vu que mon petit camarade Corbière a gagné 5 points, moi-même j'en ai gagné 3, non mais je donne aussi les bonnes nouvelles pour mon camp. Alors, non, je crois que M. Macron a eu... la vie politique est ainsi faite de conflits qui tournent à l'avantage de l'un ou de l'autre. M. Macron a réformé d'un bout à l'autre le code du travail et l'a renversé. Et il n'y a pas eu de réplique en face. Donc il y a une onde de choc de cette défaite, parce que pour mon camp, pour le camp du travail, c'est une défaite. Alors il y a des gens, ils supportent pas qu'on le dise, hein, il faudrait faire semblant. Mais moi je suis pas un gauchiste qui annonce des révolutions tous les 5 minutes qui n'ont pas lieu. Une bataille a été engagée, conduite en dépit du bon sens, je le répète, parce que les syndicats se sont divisés et que ceux qui étaient dans le combat ont refusé la jonction avec les forces politiques qui étaient hostiles à l'ordonnance. Par conséquent, M. Macron a en quelque sorte été poussé vers le haut par le fait que ses adversaires, eux, se sont poussés tout seuls vers le bas. Bon, alors, donc voilà où on en est. Après, demain, il va dire ce soir. Vous l'écouterez ce soir ou pas? Bien sûr que je vais l'écouter. Bon. Je l'écoute toujours avec intérêt, comme tous ceux qui ont des responsabilités politiques dans le pays. C'est le président. On écoute, on regarde comment il s'y prend, et voilà. Bon, mais je suis l'opposition à monsieur Macron. Il n'y a aucune chance qu'il arrive à me convaincre. Le président de la République... Il célèbre, paraît-il, ses 7 mois. Mais il n'a pas fait 7 mois grâce à moi. Et puis les 7 prochains mois, il les fera pas non plus avec mon aide. Donc c'est normal. C'est la relation normale d'une démocratie. Monsieur Macron, ça représente cette catégorie sociale triomphante aujourd'hui, hein, qui est la classe moyenne supérieure, qui ne vit pas dans la précarité, sinon celle de ses cours de bourse, de ses actions, et ces gens-là se croient tout permis. Ils ont oublié qu'il y a un peuple de 65 millions de personnes qui n'en peut plus, dont les hôpitaux sont mal en point, dont les écoles sont mal en point, dont tout ce qui fait les bonheurs de la vie quotidienne sont mal en point. Alors, ce que M. Jean-Luc Mélenchon fait, moi, c'est égal. Jean-Luc Mélenchon, en parlant de bonheur de la vie quotidienne, le président de la République fête ses 40 ans ce week-end. Bon anniversaire. À Chambord. Ça a déclenché une polémique, apparemment, en tout cas sur les réseaux sociaux. Vous trouvez ça normal? Il ne peut pas décider, dans le cadre de la sphère privée, en payant avec ses propres deniers, de passer son week-end où ça lui chante? Pourquoi pas? Bon, écoutez, moi je lui souhaite bon anniversaire. Je suis content qu'il soit allé à Chambord, parce que ça donne de lui une image monarchique qui me semble correspondre à l'idée qu'il se fait de lui-même. Bon, voilà, tout ça n'a rien à voir avec ce que je ferai moi pour mon anniversaire dans de telles circonstances, à supposer que je le célèbre. Vous le fêtez où, vous, votre anniversaire, par exemple? Je ne fais rien. Vous ne faites rien de spécial, vous ne recherchez pas le symbole avec des amis, voilà, bon. Non, mais c'est pas comparable. Des centaines de milliers de Français vont régulièrement à Chambord, c'est aussi un le président, vous savez, à Chambord, il y a un endroit que je lui conseille d'aller voir et sur lequel il faut méditer. Il y a un escalier à double révolution. Donc ça pourrait l'inspirer pour le futur. Non, pour parler sérieusement, la personne du président de la République, dans la monarchie présidentielle, tout est spectaculaire, le corps du roi, comme on dit, hein, est quasi sacré. Donc non, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais honnêtement, on ne va pas aller lui chercher pouille, c'est la Constitution qu'il faut changer. Vous le savez, moi je suis partisan d'une 6e République. Vous ne voulez pas m'entendre, les uns et les autres, parce qu'on me dit c'est institutionnel, ça ne concerne pas le quotidien. Si, ça concerne le quotidien. Quand une personne se croit tellement importante et tellement sûre d'elle-même qu'elle peut décider ce qu'elle veut, eh bien nous sommes tous en danger, quelle que soit la qualité de la personne au départ. Le pouvoir absolu rend absolument fou. Le prédécesseur d'Emmanuel Macron, François Hollande, a dit cette semaine qu'il entendait encore porter des idées. Il dit de vous, Jean-Luc Mélenchon ne fait aucune proposition, il n'offre aucune alternative, il ne représente pas une gauche de gouvernement. Même Georges Marchais a été pour le rassemblement de la gauche. Qu'est-ce que vous lui répondez? Rien, le fantôme secoue ses chaînes, il erre dans le palais détruit par ses œuvres. François Hollande. Non, mais François Hollande est... Bon, vous voyez, ça commence mal. Il dit ne fait aucune proposition. Ce type était tellement muré dans son palais avec ses favoris qu'il n'a pas vu le programme L'Avenir en commun, il n'a pas vu les 40 livrets, il n'est pas au courant. Donc il récite ces vieilles récitations de la guerre du feu, hein, alors qu'on est passé à autre chose. On est au XXIe siècle et il n'y a pas de place pour un Hollande là-dedans. On sent que vous préférez Emmanuel Macron comme président de la République, au moins dans l'exercice de la fonction. Mais par définition, au-delà des idées, hein. Le président que j'aurais préféré, c'est moi. Oui. C'est une démocratie.
démocratie, c'est simple à comprendre. J'étais candidat, je peux vous dire, je préfère l'un ou l'autre. Alors, il y a un confort avec les gens qui, comment dire, sont d'une pièce. Monsieur Macron est d'une pièce. Monsieur Hollande, non. Il disait oui à tout le monde, il se moquait de vous, il essayait de vous mettre en difficulté. Là, c'est pareil, regardez ce qu'il dit. Et j'ai trouvé ça quand même fort. Il dit, Mélenchon, c'est l'opposant dont a besoin Macron, alors à cause de lui, il n'y aura jamais de changement. Mais qui c'est qui a amené Macron? Qui c'est qui n'a pas eu le courage de l'affronter dans une élection? Moi, j'y suis allé, pourquoi pas lui? Bon, alors, vous voyez le caractère tordu du personnage, puis il termine en disant « Je souhaite qu'il réussisse ». Bah alors, s'il souhaite qu'il réussisse, pourquoi il se plaint du fait que je ne sois pas l'opposant dont il rêve? Mais j'ai pas l'intention d'être à la mesure des rêves. Je dis aux gens, voilà, vous êtes dans une démocratie, faites vivre la liberté de vous organiser, de répliquer, et ne vous laissez pas tondre. Vous laissez pas tondre. La liberté de s'exprimer pour les journalistes. Oui. Combien de signatures, à l'heure où on se parle, en faveur de votre conseil de déontologie du journalisme? En quoi est-ce que cette instance serait d'utilité publique? Ne serait-elle pas liberticide, Jean-Luc Mélenchon? Bon, commençons d'abord par dire que on va atteindre, là, je pense, au week-end, les 160 000 signatures. J'espère, à partir de 200 000, c'est bon, quoi. On commence à avoir une situation plus intéressante. Je vais demander audience au président de la République pour lui en parler, parce que ça concerne une liberté fondamentale. Je consulte les autres présidents de groupe à l'Assemblée nationale et les associations intéressées pour voir ce qu'elles en pensent. Voilà. Déjà pour vous dire pour la méthode. Deuxièmement, de quoi s'agit-il? Les médias ont un très grand pouvoir, même s'il n'est pas aussi étendu que certains croient. C'est quand même un grand pouvoir, et surtout, c'est eux qui nous permettent d'être citoyens. Vous avez deux moyens d'être citoyen, l'école qui vous a préparé, et puis les médias qui vous donnent des infos politiques. D'abord, les médias, c'est une généralité qui a peu de sens, mais bon, je parle pour le domaine que je connais, celui de la politique, et de l'économie, et de la culture. Donc c'est très important ce que nous disent les médias. On est donc tous intéressés au plus haut niveau de qualité des médias. Je ne dis pas la vérité, personne n'y arrivera jamais. Hein. Ça se saurait si on connaissait un chemin. Mais on est sans recours. Par rapport à un média dit quelque chose, si c'est faux, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez aucun recours. Vous n'avez qu'un recours, c'est judiciaire. C'est faire des procès en diffamation. Ça, c'est déjà une... Il faut déjà qu'on soit arrivé à un certain niveau. Bon, et moi, je ne souhaite pas ça. Le conseil déontologique, s'il était liberticide, il commençait à appeler la Suède liberticide, parce que ça existe depuis 1916 là-bas. La Belgique ou le Québec? La Belgique, le Québec, bien d'autres pays. Rien que dans l'ancienne Europe de l'Ouest, il y a 16 institutions de cette nature. À quoi ça sert? Eh ben, c'est un recours moral. Il n'y a pas de punition, personne ne sera empêché de faire ce qu'il fait, il n'y aura pas une amende qui va le tuer, le journal ne sera pas fermé, c'est rien de tout ça. C'est-à-dire, ceci est faux. Vous le savez, je vous le dis, c'est faux. Et vous dites, je m'en fous, je le dis quand même. C'est ce qui m'est arrivé, là. Par exemple, il y a un journal qui fait campagne en disant que j'ai acheté ma permanence il y a 20 ans. Heureusement qu'on remonte pas au carambar de ma jeunesse, hein. Mais bon, je l'ai acheté avec mon indemnité représentative de fait de mandat. Non, c'est faux. Quand vous étiez sénateur de l'Essonne. Voilà, quand j'étais... Non, je n'ai jamais acheté ma permanence avec ça. Non, je leur dis, je leur fais une mise en demeure. Je les poursuis en diffamation, ils recommencent. Ouais. Et puis, comme maintenant nous sommes dans la pompe à clic, comme ça fait Mélenchon et des sous, alors clic, et ça augmente la valeur de l'espace. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Absolument. Il n'y a pas de répression, c'est une sanction morale. On dit, écoutez ça, eh bien écoutez, Madame Ferrari, ce coup-là, c'était Mélenchon qui avait raison. Cette idée, vous avez menti. À l'inverse, vous vous dites, mais monsieur Mélenchon, là, ça lui va bien de venir protester. Sa protestation n'a pas de sens, donc c'est lui qui a tort. Et à ce moment-là, le Conseil dit, Madame Ferrari a été parfaitement honnête. C'est juste moral pour rétablir entre nous une confiance dans la qualité de l'information. Cette idée vous est venue au lendemain de l'émission politique sur France 2, vous étiez intervenu, qui, à en croire vos écrits, s'était très mal passé pour vous. Ça c'est clair, mal passé pour moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais... Dans votre note de blog qui a suivi le lendemain, vous avez évoqué, en parlant de Léa Salamé qui présente cette émission, des liens familiaux, politiques et communautaires. Ça a été incompris ou mal compris, je n'en sais rien. Que vouliez-vous dire exactement avec ce Alors là, c'était marrant parce que il y a le corporatisme, mais en béton armé de la caste.
il cherchait la faille, parce que c'était une honte. Tous les journalistes se rendent compte que c'est une honte de faire des traquenards pareils à l'égard d'un homme politique. On discute de l'international, on leur dit avant, écoutez, s'il vous plaît, pas le Venezuela, on croyait que c'est une blague, nous. Hein, on dit, il y a la Corée du Nord qui fait des armes nucléaires, machin, bam, Venezuela. Et tout était comme ça. Le choix de oui, attendez, ça vient, vous inquiétez pas, mais on va pas passer notre temps à touiller la soupe de ces messieurs-dames qui ont eu droit à une instance de rattrapage dans une autre émission de télé où ils sont venus nous faire pleurer sur le fait qu'ils faisaient leur métier et tout ça. Bon, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et nous conclurons là-dessus, allez-y. Eh ben oui, vous avez qu'à lire. Ah, vous ne souhaitez pas expliquer? Ça a été très mal compris. Certains mal... J'ai même entendu sur le plateau de télé cette pauvre Saint-Cric dire « Oh, mais on espère qu'il ne pensait pas qu'elle est juive parce qu'elle est chrétienne et tout. » Pourquoi un tel mépris mais, en disant pauvre? Mais parce que je la plains. Je la plains d'en être là. Mais regardez, on va encore perdre 3 minutes à parler de vos collègues et de vos... Donc, qu'est-ce que je veux dire? Non, allez, on va vous donner l'explication, parce que je sens que la France profonde se préoccupe de savoir ce que j'ai voulu dire à la phrase 2040 de mon poste de blog. Non, mais c'est normal, il s'intéresse à tout. Donc, je pense que, vous savez ce qu'est le communautarisme? C'est quand un groupe humain attribue aux individus qui le composent, des aptitudes ou des inaptitudes qui seraient liées à la communauté. Il y a un groupe de journalistes qui se considère comme une communauté et politique. C'est-à-dire, parce qu'il est journaliste, il a raison. Alors, tous les autres groupes, par exemple, on dit, il y a les Bretons, ils disent, nous les Bretons, on est têtus. C'est marrant, on a tous entendu ça, on connaît tous des Bretons qui ne sont pas têtus. Donc on sait que c'est une manière de dire. Mais là, c'est différent. C'est qu'il s'agit d'une communauté où les gens disent, parce que je suis journaliste, donc je dis la vérité. Voilà, donc c'est la vérité qu'ils s'approprient. C'est quand même un cas unique dans les communautarismes de gens qui prétendent s'approprier la vérité. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Leur art, c'est de faire croire que dès que vous contestez une personne, vous contestez tout le groupe. Ça aussi, c'est du communautarisme. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et les gens le savent parfaitement bien. Ils ont voulu créer une insinuation à mon égard, parce qu'à intervalles réguliers, il faut me déprécier personnellement. Personne ne s'attaque jamais à mon programme. On ne s'attaque qu'à ma personne, ce qui est bien dommage. Question, Jean-Luc Mélenchon, à propos de Laurent Wauquiez, il prétend désormais être le premier opposant à Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous sentez menacé? Vous avez 30 secondes, pas plus. Bravo, qu'il continue. Si M. Wauquiez est un bon opposant à M. Macron, eh bien, ça fera baisser l'influence de M. Macron à droite, et je m'en réjouirai. Comme ça m'évitera d'avoir à répondre un dimanche matin que les affaires vont mieux pour M. Macron, et qu'est-ce que j'en pense. Donc vivement qu'il y ait une opposition autre que la nôtre, parce que le débat sera rétabli, et la droite a le droit d'exister dans sa forme extrême, comme c'est le cas avec M. Wauquiez aussi, c'est ça la démocratie. Il y a une droite plus modérée, M. Macron, une droite extrême, M. Wauquiez, et